la une de l'actualité, le CED donne sa lecture de la situation nationale. Insécurité sans précédent au Burkina Faso, morosité économique, unité nationale mise à mal, le cadre d'expression démocratique est déçu et exténué de la gestion du pouvoir par le MPP. Roch-Marc Christian Kaboré doit démissionner d'après l'organisation de la société civile qui était face à la presse ce matin à Ouagadougou. À Karangasso-Sambla, la crise est loin d'être finie. Accusée de malversation et de gestion opaque par une partie de la population, le maire de la commune n'entend pas se laisser faire. Malgré la mise sous scellé de la mairie par les frondeurs, Abdraman Ouattara continue de dérouler les activités du conseil municipal. C'est parti pour le recensement général des contribuables à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso. La Direction générale des impôts veut augmenter ses chances d'atteindre ses objectifs de recettes fiscales. Une base de données exhaustive des contribuables des deux villes sera établie à la fin de l'opération. Voilà pour le sommet, mesdames, messieurs. Bonsoir et bienvenue à tous. Le cadre d'expression démocratique se rappelle au bon souvenir du pouvoir en place. Silencieux depuis quelque temps, le CED est sorti des bois ce matin pour juger la situation nationale et sa sentence est sans équivoque. Roch-Marc Christian Kaboré doit partir. Abdou Razak Traoré. Des militants du cadre d'expression démocratique mobilisés dans cette salle-là. Au milieu, des journalistes face aux responsables de l'organisation de la société civile, critiques vis-à-vis du pouvoir en place. Une conférence de presse avec un dispositif particulier pour annoncer une nouvelle particulière. Pascal Zaïdé et ses camarades se disent exténués parce que pendant 3 années, ils se sont constitués en force de proposition et rien n'a changé dans la manière de gouverner le pays. Alors la sentence est sans équivoque. Il demande à Roch-Marc Christian Kaboré de rendre le tablier. Il y a la plaie qui baigne et vous avez davantage la couche sociale qui s'entredessine et ça se dégrade de façon naturelle. Nous avons donc estimé qu'il est temps pour nous qu'on ait une unité nationale. Mais cette unité nationale ne peut se faire avec celui qui est le problème. Et par conséquent, au bout de 3 ans, le président Kaboré a sous sa main plus de 600 morts. Au bout de 3 ans, le Burkina Faso a reculé. Nous avons donc estimé que s'il aime son pays et qu'au regard des prérogatives constitutionnelles qui lui garantissent, et comme il ne peut pas gérer le pays, s'il aime naturellement son pays, il doit rendre le tablier, c'est-à-dire il doit démissionner afin que nous puissions réunifier le pays. L'incivisme qui va grandissant sous le pouvoir du mouvement du peuple pour le progrès, le CED n'est pas allé du dos de la cuillère pour expliquer les causes de ce phénomène. Ce qui s'est passé les 30 et 31 octobre au Burkina Faso, c'est une honte. Une honte pourquoi? En 1966, la population s'est soulevée pour faire partie de Maurice Yaméo. C'est ça qu'on appelle une insurrection. Mais on ne peut pas se lever pour une question politique dont la solution se trouve dans la Constitution. On fait brûler le pays. On tue des gens balle au dos. On s'accapare du pouvoir. On viole la Constitution. On se fait justice soi-même. Et aujourd'hui, vous voulez que les gens changent de manière pour vous suivre. Voilà les conséquences. Des Autrichiens vous ont dit ici qu'ils ont été créés par le MPP pour brandir la menace afin d'arriver à un besoin politique. Face à la presse également ce 13 février, Pascal Zaïda a appelé à la mise en place d'une commission d'enquête indépendante afin de restituer toute la vérité dans l'affaire de Yirgou. Des informations faisant état de civils abattus dans le Yatenga lors des ripostes contre des terroristes, les conférenciers s'en offusquent. Ils demandent aux Nations Unies de se pencher sur la situation qu'ils qualifient de crime contre l'humanité. Pas de répit pour le pouvoir en place. Hier déjà, c'est l'UPC, l'Union pour le progrès et le changement, qui fustigeait sa gestion. Le parti du Lion, tout aussi déçu, appelle les Burkinabés à faire le bon choix en 2020. Rémi Lambert-Nébier.
Pour qui le sait, en politique, toutes les occasions sont bonnes pour tacler l'adversaire, fut-elle une cérémonie de présentation de vœux comme celle-ci. L'UPC, l'Union pour le progrès et le changement, n'est pas passé par le dos de la cuillère pour fustiger la gestion du parti au pouvoir. Dans l'histoire de notre pays, un régime n'a versé la figure du Burkina Faso par terre comme l'a fait le régime actuel. Ce n'est pas seulement qu'il ait échoué dans la lutte contre le terrorisme ou contre la corruption ou contre la pauvreté, c'est même plus grave que ça. Son autre problème, qui est plus grave et plus fondamental, c'est que depuis qu'il est arrivé au pouvoir, ce régime-là, notre vie sociale est devenue soudainement violente. Ce régime est comme devenu un facteur permanent de division du Burkinabé. Et on le voit à la manière dont il refuse d'aborder frontalement et sincèrement la question importante et lancinante de la réconciliation nationale. On le voit épisodiquement à la manière dont il essaie de gérer l'affaire de Yirgou. Et justement, sur cette affaire de Yirgou, l'UPC met le nouveau gouvernement au pied du mur. À Yirgou, il y a des assassins inconnus. Ça, c'est vrai. Ce sont les terroristes qui ont lâchement assassiné le chef de village. Et nous souhaitons que nos vaillantes forces de défense et de sécurité leur mettent la main dessus rapidement. Mais à Yirgou, il y a aussi des assassins connus. Ce sont ceux qui sont allés sauvagement assassiner nos frères Peul. Ceux-là, ils sont connus. Ils doivent donc être interpellés et traduits en justice et rapidement possible. Pour nous, Yirgou constituera le premier test pour ce nouveau gouvernement-là, s'il veut démontrer qu'il est vraiment contre l'impunité. Et si l'UPC peint en noir la gestion actuelle du pouvoir, c'est pour en venir à cette conclusion. Tous les autres grands partis de gouvernement dans ce pays ont déjà été aux affaires. Vous et le Burkinabé savent ce qu'ils peuvent faire et ce qu'ils ne peuvent pas faire. Alors je dis au Burkina Faso et au Burkinabé, essayez-nous, c'est notre tour. Essayez-nous parce que nous sommes le seul parti qui peut aujourd'hui arriver au pouvoir et travailler sur la base d'idées neuves avec des hommes neufs. Le seul parti politique de gouvernement capable aujourd'hui de faire la réconciliation nationale. Si l'UPC arrive au pouvoir, personne n'aura à courir pour chercher une frontière et tous ceux qui sont dehors pourront rentrer. C'est nous ceux qui ont fait ça. Notre main est aussi tendue vers les déçus de la majorité actuelle, surtout les déçus de l'NPP. La conquête de l'électorat de 2020 est visiblement lancée. Et c'est dans cette visée que le président du parti annonce dès ce mois de février 2019 une tournée dans les 45 provinces à la rencontre des militants UPC. Dans son costume de chef de file de l'opposition politique, Zéphirin Diabré a reçu ce matin en audience l'ambassadeur du Canada au Burkina Faso, une entrevue d'un peu plus d'une demi-heure au cours de laquelle les deux hommes ont parlé coopération et développement économique, mais surtout sécurité. Kwame Hervé Dapa. Edmond Ouéga est accueilli à son arrivée par Zéphirin Diabré. Puis, l'ambassadeur du Canada et son hôte s'installent dans le bureau du chef de file de l'opposition politique pour discuter. On se souvient que le mois dernier, un Canadien travaillant pour une entreprise minière a été enlevé puis tué par les terroristes dans la région du Sahel. Au moment où les deux hommes s'entretiennent, la question qu'on se pose, c'est est-ce que le Canada va interdire la destination Burkina Faso à ses ressortissants? Et comme je vous dis, il y a un avis aux voyageurs qui est émis par le gouvernement du Canada. Donc c'est cet avis-là qui permet aux différentes personnes qui veulent se déplacer au Burkina Faso de venir. Donc il y a des zones qui sont des zones à risque au Burkina Faso et pour lesquelles on demande de ne pas aller visiter ces zones-là, mais également il y a des zones qui ne sont pas à risque et où il est tout à fait approprié de pouvoir se déplacer. Le Canada est le premier investisseur étranger au Burkina Faso, une place importante pour laquelle Zéphirin Diabré a plaidé la continuité malgré la situation sécuritaire difficile. J'ai tenu à souhaiter que ces actes-là ne découragent pas les entreprises canadiennes à continuer à s'orienter, à s'intéresser à notre pays. Nous traversons actuellement une phase très difficile dans le combat que mène le Burkina Faso contre les forces du mal. Notre souhait à tous est que notre gouvernement, qui a en charge de l'affaire du pays-là,
mettre tout en œuvre pour que ce combat soit gagné le plus rapidement possible. Le Canada est présent au Burkina Faso dans le secteur minier où il occupe une place prépondérante, mais le pays apporte son appui dans plusieurs autres secteurs comme l'éducation des bases, la santé sexuelle et reproductive, le développement économique régional, l'enracinement de la démocratie avec un projet qui implique l'Assemblée nationale. Du fil à retordre pour le maire MPP de Karangasso Sambla dans les Hauts-Bassins, accusé de malversation et de gestion opaque. Abdraman Ouattara s'est vu jeter dehors, lui et ses conseillers municipaux, par une population en colère malgré la médiation du gouverneur de la région. La mairie est toujours sous scellé. La délocalisation des activités de la mairie est d'ores et déjà envisagée et c'est dans un village voisin que le maire a dû rencontrer ses partisans lundi dernier. Sotouo, Justin Dabiri. Après la sortie de protestation des populations de Karangasso Sambla le jeudi 7 février dernier, c'est au tour du maire Abdraman Ouattara de sonner la mobilisation de ses partisans. À défaut de les rencontrer à Karangasso Sambla où des populations demandent sa destitution, c'est dans le village de Magafesso qu'a eu lieu cette rencontre. Ce matin, nous avons eu une rencontre avec le commissariat, le gouvernement et puis le conseil régional de Hauts-Bassins, avec les contestataires de la commune. Et il y a eu un certain nombre de directives qui ont été données à cette rencontre-là. Et il nous revenait de venir faire le point à nos populations à la base, c'est-à-dire à nos chefs de village, à nos conseillers, aux femmes, pour leur assurer que la fermeture des locaux de la mairie n'est pas la dissolution de l'institution, comme d'autres le racontent. C'est une question de local, donc nous sommes venus les rassurer que l'esprit et la cohésion du conseil municipal continue, conformément à la loi qui régit la collectivité territoriale. Depuis le 7 février 2019, des populations de la commune rurale de Karangasso Sambla, mécontentes de la gestion du maire et de son conseil municipal, ont mis sous scellé la mairie. Face à cette situation, le maire et son conseil envisagent la délocalisation des activités du conseil municipal dans un des 16 villages de la commune en attendant la réouverture de la mairie. La fermeture de la commune pose en même temps un problème de sécurité. Parce que notre commune, malheureusement, n'a pas de force de sécurité à l'intérieur. Donc si n'importe qui peut se lever de son propre pour aller barricader les locaux de la mairie, il conviendra avec moi qu'il y a un problème de sécurité réel qui se pose. Et aujourd'hui, nous, les conseillers, les élus ne se sentent plus en sécurité dans la localité de Karangasso Sambla. C'est pour ça, en attendant, nous allons continuer à tenir nos rencontres en dehors du village de Karangasso Sambla, en attendant que l'autorité prenne des discussions pour réunir d'abord la mairie et sécuriser les institutions, afin peut-être qu'on puisse retrouver là. Les accusations de malversation et de gestion opaque de la mairie brandies par les frondeurs sont qualifiées de faits divers par le maire Abdraman Ouattara. Si moi je dois, en tant que maire de la commune, répondre à tous les faits divers qui se racontent de faire qu'il n'allait pas pouvoir travailler, maintenant nous sommes dans un état de droit. Si vous avez des voies et des moyens, des procédures légales, je crois que les maires peuvent user de ça pour se plaindre auprès de qui de droit. Avant cette rencontre du maire, le gouverneur de la région des Hauts-Bassins a rencontré les deux parties en désaccord. Après des échanges, il juge inadmissible la mise sous scellé de la mairie, quelles que soient les raisons avancées, et demande sa réouverture immédiate. Une injonction restée lettre morte car les contestataires exigent un délai de 3 mois avant la réouverture de la mairie de Karangasso Sambla, le temps de rendre compte de la demande du gouverneur à la base. Les Hauts-Bassins, la boucle du Mouhoun, les cascades et le sud-ouest, des régions bien arrosées mais qui souffrent de manque d'eau potable. Une problématique sur laquelle le gouvernement s'est penché ce mercredi en Conseil des ministres. Décision a été prise de construire plus de 1200 forages dans ces régions sur une période d'1 an. Le porte-parole du gouvernement nous en dit plus. Nous avons en fait dépouillé les résultats de l'appel d'offres du 6 avril 2018 présenté par donc, le ministre en charge de ce dossier qui doit permettre la réalisation de 1220 forages, de 90 forages de gros débit et la fourniture et la pose de 1100 structures. C'est dans les régions de la Boucle du Moun,
des cascades, des hauts bassins et du sud-ouest. Et ces zones-là ont été prises parce que notamment, souvent vous avez l'impression qu'il y a de l'eau en surface, mais il y a très peu de forage. C'est la zone notamment de la boucle du Moun, le sud-ouest, les cascades. Il y a de l'eau en réalité en surface, mais les populations n'ont pas beaucoup accès à l'eau potable. Et souvent, c'est dans les zones du plateau central, du nord, où effectivement le déficit d'eau est criard, que nous avons énormément de forage. Donc il s'agissait de compenser un peu cette situation-là. Le coût total est un peu plus de 8 milliards de francs CFA et le délai d'exécution du lancement donc en mars 2019 doit avoir une fin totale en avril 2020. Le procès du putsch manqué de septembre 2015 et l'entrée en scène de la hiérarchie militaire. 3 colonels-majors à la barre ce mercredi pour témoigner. Ils nient tous avoir accompagné le général Diendéré dans le coup de force, nous dit Luc Pagbelgem. C'était enfin le tour de la fameuse hiérarchie militaire dont tous les accusés ont eu à parler depuis le début du procès ici devant le tribunal militaire. Premièrement, le colonel-major Aimé Gouba, qui assurait l'intérim au niveau de l'état-major de l'armée de l'air, a eu à expliquer la mission héliportée au niveau de la frontière ivoirienne. À sa suite, il y a eu le colonel-major Poko Ilboudo, qui était le conseiller du CMGA en son temps. Il a expliqué aussi comment il a participé aux réunions. Mais un autre témoin dont le témoignage était beaucoup attendu aujourd'hui, c'est le témoin, le colonel-major Naba Palais Théodore. Il était l'adjoint du CMGA, du chef d'état-major général des armées au moment des faits. Il explique que dès le 16, quand ils ont rencontré le général, ils ont opposé leur refus catégorique. Le général est retourné voir la base et revenu dire que la base refusait de remettre les autorités de la transition en selle. Et voilà pourquoi ils ont pu adjoindre l'ex-président Jean-Baptiste Ouédraogo, Monseigneur Paul Ouédraogo, afin qu'ils aillent raisonner les éléments RSP au niveau de camp Nabacom 2. Mais cette démarche n'a pas prospéré et ils ont dû se quitter vers 4 heures du matin. Il n'y avait pas eu de solution et lui, il ne voulait pas voir le pays là tomber sous un coup d'État. Il a proposé une autre cellule de crise afin de trouver une solution. Ça aussi, ça n'a pas prospéré. Quand Maître Prosper Farama est passé à la barre, il a dit, mais lui ne comprend pas l'attitude de la hiérarchie militaire. Est-ce que ce n'est pas votre position ambiguë qui a fait croire au général qu'il était accompagné? Lui, il a dit non. Le CMGA, en son temps, le général Payonoma Zagré était animé par la seule recherche de la paix. Il ne voulait pas d'affrontement, il voulait éviter une guerre civile. Néanmoins, quand le général a fait son entrée dans la salle le 17 septembre, le témoin précise, le CMGA s'est levé et il lui a présenté tous ses respects, ce qui a conforté le général aussi dans sa position. Et cette attitude, l'avocat a eu à le souligner, de même que le général avait été accompagné par des militaires aussi au niveau de l'aéroport pour accueillir des chefs d'État. Donc les témoins qui ont défilé ce matin ont tous expliqué, ils n'ont pas prêté allégeance au général Gilbert Diendéré, ils étaient tous animés par la recherche de la paix et ils voulaient éviter les exactions commises sur les civils dans la ville. Donc l'audition de ce témoin capital là se poursuit, ça sera pour ce vendredi. Ouvrons à présent une fenêtre sur le CERPAMAD, le Centre de recherche panafricain en management pour le développement. Son directeur général est sur ce plateau pour parler des subventions d'études que le centre offre depuis quelques années à des structures de l'administration publique et privée. Bonsoir et bienvenue, Monsieur Serré. Bonsoir, Madame. Alors, vous avez procédé hier à la remise officielle d'attestation de subvention au titre de l'année académique 2018-2019. Plus de 90 millions de francs CFA de subventions d'études. Qui sont les heureux bénéficiaires et comment ont-ils été sélectionnés? Merci déjà, merci de nous recevoir sur votre plateau. Il s'agit de 5 ministères. Le ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation, le ministère de l'enseignement, de l'éducation nationale et de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales, le ministère de la santé, le ministère de l'urbanisme et de l'habitat et le ministère des ressources animales. D'accord. Pourquoi le choix de ces ministères?
Il faut dire que ces ministères, nous avons eu la caution du conseil d'administration qui nous a permis effectivement de cibler pour démarrer un certain nombre de ministères, parce que effectivement depuis un certain nombre d'années, le SERPAMAT s'est résolument orienté à l'appui, à la formation, en octroyant effectivement des subventions d'études depuis 2011. C'est plus de 200 millions que nous avons octroyés depuis 2011, et cette année effectivement le conseil d'administration nous a instruit de nous occuper un peu des cadres de l'administration publique afin effectivement d'accompagner la formation et l'effort de l'État en matière de formation. Quelle est la périodicité de votre offre et quelle est la contribution de l'État et du privé dans ce partenariat? Parce que c'est un partenariat qui vous lie. Tout à fait. Je pense que, comme je le disais à l'entame de mon propos, cette subvention a été faite à 100% sur les fonds propres du SERPAMAT, parce que nous nous sommes dit qu'en tant qu'entreprise citoyenne, effectivement, qui orientait déjà son appui à l'endroit du grand public, c'était important aussi aujourd'hui que nous puissions accompagner le gouvernement, notamment à travers la formation, le renforcement des capacités des agents, qui aujourd'hui, en tout cas, à travers l'action que nous avons menée, a dénoté l'engouement important, effectivement, que ces cadres ont besoin, effectivement, de formation. On remarque que pour cette édition, des structures privées ne figurent pas, si je ne m'abuse. Tout à fait. Effectivement, cette année, nous avons les 90 millions que nous avons mis effectivement en termes de subventions. Ça a été orienté spécifiquement effectivement vers l'administration publique, comme je le disais, pour au moins permettre à ce que les cadres de l'administration puissent bénéficier pour une première fois effectivement de cette largesse du SERPAMAT. Le besoin ne se faisait pas sentir au niveau du privé ou... Au niveau du privé, effectivement, nous avons déjà fait les années antérieures, et il est prévu effectivement que pour l'année académique 2019-2020, que nous puissions faire effectivement une ouverture pour prendre en compte aussi les structures du privé encore. Mais aussi, nous avons prévu aussi, ça c'est aussi ce qui a été annoncé hier lors de la cérémonie, 100 millions de francs qui va être encore mis en jeu pour permettre à ce que les ministères qui n'ont pas pu bénéficier effectivement cette année de la subvention du SERPAMAT puissent bénéficier effectivement de ça et permettre à ce qu'on puisse avoir encore plus de cadres de haut niveau pour accompagner effectivement le développement de notre pays. Et qu'est-ce que le SERPAMAT gagne dans ce partenariat? Il faut dire que nous gagnons tout, en réalité, parce que nous sommes, il faut dire à la base, une structure quand même qui a été mise en place dans le cadre effectivement de soutenir l'action et le développement effectivement des cadres au niveau national, mais aussi au niveau sous-régional. Ici, il faut le rappeler, le SERPAMAT est le Centre de recherche panafricain en management pour le développement. Donc c'est une structure panafricaine qui existe depuis 2003, qui, depuis sa création, travaille effectivement à la formation et au renforcement des capacités des cadres des pays comme le Burkina, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Sénégal, le Niger, la Guinée et j'en passe. Donc c'est vraiment, ça rentre toujours dans notre ADN d'accompagner effectivement les cadres de l'administration et d'accompagner généralement les cadres en général pour permettre à ce que effectivement plus de cadres puissent avoir quand même de formations de haut niveau qui vont leur permettre effectivement de pouvoir mieux servir notre pays. Donc ça fait partie effectivement de notre mission qui est effectivement une mission d'accompagnement. Et combien de temps va durer la présente session et quel est le contenu de la formation? Il faut dire que la présente session va durer, nous avons effectivement lancé depuis 2016 une nouvelle approche de formation pour le programme de licence et master. Les formations se font en 5 mois intensifs sur 2 sessions. Des sessions de 2 mois et demi, 2 mois et demi, avec une période effectivement de pause pour permettre à ce que les cadres puissent effectivement continuer toujours de travailler et continuer effectivement leur formation. Et à la suite, effectivement, ils ont 6 mois pour préparer leur mémoire et la soutenance se fait dans la même année parce que pour nous, c'est très important que les étudiants puissent finir et puis avoir effectivement leur parchemin. Donc la formation va durer 5 mois et demi. 5 mois plus tôt, et puis le reste du temps, c'est pour la préparation des mémoires, et ils vont sortir normalement d'ici décembre 2019. Merci pour toutes ces précisions, Monsieur Seri. Merci, madame. Je vous remercie. Je rappelle que vous êtes le directeur général du Centre de recherche panafricain en management pour le développement, SERPAMAT, et que vous nous avez entretenu des offres de votre structure, notamment les subventions d'études que vous octroyez au cadre du public et du privé. La suite du journal avec le lancement ce matin du recensement fiscal des contribuables de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso. Nous vous l'annoncions hier, l'objectif de cette opération qui se veut exhaustive
L'objectif est d'établir une base de données fiable pour un meilleur recouvrement des impôts et des taxes dans le cadre de la mise en œuvre du PNDS, le référentiel de développement du gouvernement. Témoin du lancement de l'opération à Ouagadougou, Arsène Konditamdi. Dans cette boutique de l'arrondissement 1 de Ouagadougou, les responsables des impôts viennent pour procéder au lancement de la campagne de recensement fiscal. Une opération qui vise le recensement optimal des personnes et des matières imposables en vue de l'élargissement de l'assiette fiscale. En tout, 250 agents vont être déployés à Ouagadougou, Bobo-Dioulasso et leur environnant. Il sera question pour eux d'identifier individuellement les contribuables et de les localiser géographiquement à travers l'adressage des localités concernées. Nous avons des agents essentiels qui seront munis de terminaux mobiles et sur lesquels on a l'application qui déroule tout le formulaire pour avoir les informations sur le contribuable. C'est-à-dire que les informations du contribuable lui-même en tant qu'individu et ensuite son lieu où il exerce son métier. Donc on a des plans cadastraux aussi qui sont insérés sur le terminal qui permettent de savoir par exemple ici qu'on a à l'arrondissement 1, secteur temps, îlot temps, parcelle temps. Et ça permet aussi avec les plans cadastraux d'avoir la superficie du bâti. Ça peut être le bâti comme ce qu'on vient de voir, ça peut être des gens qui exercent sur des terrains non. Le recensement fiscal est une activité importante de collecte d'informations qui intègre les activités d'inventaire foncier et cadastral. À l'aide de smartphones, les agents recenseurs vont dresser l'inventaire des éléments permettant d'évaluer ultérieurement le volume des activités et les chiffres d'affaires des recensés. C'est un exercice important puisque ça va nous permettre d'élargir l'assiette de l'impôt. Vous savez que dans notre économie, le secteur informel est très important. On parle de 70% en gros des contribuables qui relèvent du secteur informel. Ils ne sont pas tous connus de l'administration fiscale. Donc ce recensement va nous permettre justement de les connaître tous et de pouvoir leur réclamer l'impôt, chacun en fonction de son chiffre d'affaires, du volume de ses activités. Cette opération est financée par la Banque mondiale à travers le projet de gouvernance économique et de participation citoyenne. Elle va s'étendre sur 2 mois, du 13 février au 12 avril. La remise du rapport final est attendue pour le 30 juin prochain. La seule chose qu'on est sûr de ne pas réussir est celle qu'on ne tente pas, d'après l'ethnologue français Paul-Émile Victor. Alors, je pose cette question ce soir à tous les Burkinabés. Et si on essayait sincèrement de faire la paix les uns avec les autres? Ça ne coûte rien d'y réfléchir. Alors pensez-y. À demain.